Il pensait que l'argent pouvait acheter n'importe quel cœur. Mais une mère célibataire lui a montré que l'amour ne se négocie pas. Blessé dans son orgueil, le millionnaire a vu sa vie s'effondrer. Et ce n'est qu'alors qu'il a compris que le courage, c'est apprendre à aimer. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue. Toute sa vie, Richard Montaigne avait cru que le monde lui devait révérence. Fils unique de l'un des plus grands entrepreneurs du secteur immobilier de Paris, il grandit dans le luxe et l'exclusivité. Depuis ses années d'école privée, où son nom de famille ouvrait les portes et pardonnait les faux pas, jusqu'à la présidence de la société de construction Montaigne & Associés, qu'il assuma à 30 ans sans avoir à prouver sa compétence au-delà de l'ADN qu'il portait. Ce matin de mars, tandis que son chauffeur particulier conduisait la Mercedes blindée dans les rues embouteillées du quartier de la Défense, Richard ajustait sa cravate italienne devant le petit miroir. Le reflet lui renvoyait l'image d'un homme de 42 ans, aux cheveux sombres stratégiquement coiffés, pour dissimuler un début de calvitie, au visage anguleux et aux yeux qui s'adoucissaient rarement. Il y avait quelque chose de prédateur dans ce regard, bien que lui-même l'appelât « détermination entrepreneuriale ». Son téléphone sonna. C'était Auguste, son assistant personnel, confirmant les détails de la réunion avec le cabinet Dumas Avocats, qui représenterait la société de construction dans le processus d'acquisition d'un terrain litigieux dans le sud de la ville. Maître Richard, la réunion est confirmée pour 10 heures. Le personnel juridique a déjà envoyé tous les documents et selon eux, il est pratiquement certain que nous obtiendrons le terrain. L'opposition n'a aucune chance. Richard sourit légèrement. Il adorait entendre parler de victoires anticipées. Parfait, je serai là dans 15 minutes. Prévenez que je veux un espresso décaféiné sur mon bureau à mon arrivée. Il raccrocha sans attendre de réponse. C'est ainsi que les choses fonctionnaient dans son monde. Les demandes étaient des ordres, les désirs des nécessités, et les refus n'existaient tout simplement pas. Le chauffeur se gara devant l'imposant immeuble qui abritait, outre l'entreprise de construction, le cabinet d'avocats engagés. Richard traversa le hall sans saluer les employés qui s'inclinaient légèrement à son passage. Dans l'ascenseur exclusif, il ajusta sa Rolex au poignet, un cadeau à lui-même pour la dernière affaire conclue, et répéta mentalement les phrases d'accroche qu'il utiliserait lors de la réunion. Lorsque les portes s'ouvrirent au 20e étage, Auguste l'attendait déjà, tablette à la main, avec un sourire nerveux que Richard connaissait bien. Il y a eu un changement de dernière minute pour la réunion, maître. Maître Claudette a eu une urgence familiale et ne pourra pas nous recevoir aujourd'hui, mais elle a envoyé maître Hélène Leclerc pour la remplacer. Richard fronça les sourcils. Il n'aimait pas les changements de dernière minute, surtout quand il avait déjà établi une relation de confiance avec Claudette Dumas, associée principale du cabinet et avocate expérimentée, qui faisait toujours en sorte que ses volontés apparaissent comme légalement viables. Qui est cette Hélène? Je n'en ai jamais entendu parler. Auguste déglutit. C'est une nouvelle associée du cabinet, spécialiste en droit de l'urbanisme et de l'environnement. Elle a un master de l'université de Paris-Saclay, et selon maître Claudette, c'est la personne la plus qualifiée pour le cas. Richard leva les yeux au ciel. Il détestait devoir impressionner de nouvelles personnes, expliquer des détails que Claudette connaissait déjà, et surtout, il courait le risque qu'une avocate inexpérimentée ne comprenne pas les raccourcis qu'il avait l'habitude de prendre. Soit, terminons-en vite. La salle de réunion était impeccablement organisée. Une table ovale en bois sombre dominait la pièce, entourée de chaises en cuir noir. De grandes fenêtres offraient une vue panoramique sur la ville. Sur la table, des dossiers organisés, des carafes d'eau et le café que Richard avait demandé. Il s'assit en bout de table comme à son habitude et retira sa veste. Auguste se positionna à sa droite avec le matériel préparé. Les 3 autres membres de l'équipe juridique interne étaient déjà présents, avec des expressions anxieuses que Richard ignora solennellement. À 10 heures précises, la porte s'ouvrit. Hélène Leclerc n'était pas ce à quoi Richard s'attendait. Peut-être avait-il imaginé une jeune diplômée essayant d'impressionner, ou une professionnelle plus âgée et traditionnelle. Au lieu de cela, il vit une femme d'environ 35 ans, aux cheveux bouclés attachés en un chignon discret, la peau mate et les yeux marron foncé qui semblaient évaluer l'environnement avec une précision clinique. Elle portait un tailleur bleu marine, parfaitement ajusté, sans ornement autre qu'une montre simple
et de petites boucles d'oreilles. Ce qui surprit le plus Richard, cependant, fut l'absence du sourire obséquieux qu'il recevait habituellement. Hélène entra simplement, posa son dossier sur la table et se présenta d'une voix ferme, sans aucun signe d'intimidation. « Bonjour, je suis Hélène Leclerc, nouvelle associée du cabinet Dumas Avocats. Claudette s'excuse pour l'imprévu et m'a mise au courant de tous les détails du dossier. Pas de maître Richard, pas de commentaires sur la réputation de l'entreprise de construction, pas de tentative de briser la glace avec des compliments déguisés. Richard ressentit un léger malaise, mais l'ignora. Elle essaierait probablement de l'impressionner pendant la réunion. « Allons droit au but alors, » dit-il, faisant signe à Auguste de distribuer les dossiers. « Nous avons un délai serré pour finaliser cette acquisition. Le terrain de l'avenue de la Porte d'Italie est parfait pour notre nouveau projet de luxe, et nous avons déjà des investisseurs intéressés. Nous avons besoin que vous leviez tout obstacle légal. » Hélène ouvrit son dossier et feuilleta quelques documents avant de répondre. « J'ai étudié le dossier attentivement. Il y a quelques points que nous devons clarifier avant de poursuivre. » Richard fit un signe de tête désinvolte. « Oui, des questions bureaucratiques. Nous pouvons régler tout cela plus tard. L'important est de garantir le terrain avant la concurrence. Le reste n'est que détail. » C'est alors que cela arriva. Hélène ferma lentement son dossier et regarda directement Richard dans les yeux. Sans hostilité, mais avec une fermeté qu'il rencontrait rarement. « Ce ne sont pas de simples détails, monsieur Montaigne. Il y a de sérieuses lacunes qui empêchent la poursuite de cette acquisition selon les termes souhaités par l'entreprise de construction. » Le silence s'empara de la pièce. Les avocats internes se remuèrent inconfortablement sur leurs chaises. Auguste s'éclaircit la gorge, essayant d'apaiser la situation. « Comment ça, de sérieuses lacunes ?» Claudette n'a rien mentionné de tout ça. Hélène garda sa contenance. Le terrain en question possède une zone de préservation environnementale non répertoriée auparavant. J'ai découvert cela lors de mon analyse préliminaire. De plus, un processus de classement partiel est en cours pour certaines structures existantes sur le site. Richard sentit son visage s'échauffer. C'est absurde. Nous avons déjà effectué toutes les évaluations nécessaires. Ce terrain est vierge de tout problème. Les évaluations ont été faites avant la mise à jour du Code forestier municipal de l'année dernière. Et le processus de classement n'a été initié qu'il y a 3 mois. Les autres avocats présents fixaient désormais leurs notes, évitant le regard furieux de Richard. Auguste s'éclaircit la gorge, tentant d'apaiser la situation. Peut-être pourrions-nous trouver une solution alternative à ces questions. L'insinuation plana dans l'air comme un nuage toxique. Hélène ne montra aucune réaction, mais son regard devint encore plus ferme. Si vous suggérez de contourner la législation environnementale ou d'interférer dans un processus de classement légitime, je crains que le cabinet Dumas Avocats ne puisse pas vous représenter dans ce cas spécifique. Richard laissa échapper un rire incrédule. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Savez-vous qui je suis? Savez-vous combien Montaigne associé paie annuellement à votre cabinet? Hélène ramassa ses documents avec un calme méthodique. Je sais exactement qui vous êtes, monsieur Montaigne. Et je sais aussi que le cabinet Dumas Avocats a une réputation à défendre. Claudette m'a confié ce dossier précisément parce qu'elle savait que je ne compromettrais pas nos principes éthiques, quel que soit le client. Elle se leva, ajustant son blazer avec dignité. Je peux vous présenter des alternatives légales pour le dossier, y compris une négociation avec la mairie pour une construction partielle ou l'acquisition d'un autre terrain similaire. Je suis à votre disposition lorsque vous souhaiterez discuter de ces options. Richard resta assis, paralysé par la colère et la surprise. En 4 décennies de vie, il n'avait jamais été contredit aussi directement. Hélène posa une carte sur la table. Mon contact direct, si vous décidez de poursuivre dans la légalité. Passez une bonne journée. Et elle sortit, refermant doucement la porte derrière elle, laissant un silence si dense qu'il semblait rendre la respiration difficile. Auguste fut le premier à tenter de briser la tension. « Maître Richard, nous pouvons contacter Claudette immédiatement et demander le remplacement de cette avocate. Ou changer de cabinet qui... » Chassis silence. Richard frappa la table avec assez de force pour faire trembler les verres d'eau. « Sortez tous. Je veux rester seul. » Lorsque la pièce se vida, il prit la carte laissée par Hélène et l'examina. Simple, élégante, sans ostentation. Hélène Leclerc, avocate spécialiste en droit de l'environnement et de l'urbanisme. En dessous,
Seulement un numéro de téléphone portable et un email professionnel. Quelque chose chez cette femme le dérangeait profondément. Ce n'était pas seulement le refus, c'était la façon dont elle l'avait regardé. Sans peur, sans admiration, sans cette déférence à laquelle il était habitué. Comme s'il n'était qu'un client de plus, et non Richard Montaigne. Il rangea la carte dans la poche de sa veste, presque sans s'en rendre compte. Toujours en train d'essayer de digérer ce qui s'était passé, il appela sa secrétaire. « Marine, annulez mes rendez-vous de la journée. Je ne me sens pas bien. » Ce n'était pas un mensonge complet. Il se sentait étrange, comme si quelque chose s'était déplacé en lui. Un malaise qu'il ne parvenait pas à nommer. Sur le chemin du retour vers son penthouse à Saint-Germain-des-Prés, Richard resta silencieux, observant la ville par la fenêtre de la voiture. Paris continuait son rythme frénétique dehors, indifférent au choc qu'il venait de subir. Les gens sur les trottoirs, le trafic chaotique, la pollution qui recouvrait le ciel, tout semblait pareil. Tandis qu'en lui, quelque chose avait changé. En arrivant chez lui, il congédia la gouvernante et alla directement au bar. Il se servit un whisky coûteux, un single malt de 18 ans qu'il gardait pour les occasions spéciales. Ce n'était pas une célébration, évidemment. Mais il sentait qu'il avait besoin d'alcool pour digérer ce qui s'était passé. Il s'assit sur le balcon, contemplant la vue privilégiée sur le faubourg Saint-Honoré. Son téléphone ne cessait de sonner, Auguste probablement essayant de savoir comment procéder. Richard coupa le son de l'appareil et se concentra sur la boisson ambrée qui tournait dans son verre. « Qui se prend-elle pour » murmura-t-il pour lui-même. La question, cependant, résonna en retour de manière inattendue. « Qui te prends-tu pour » Richard n'était pas habitué à l'introspection. Il vivait dans un monde d'action, de conquêtes externes, d'acquisitions et de négociations. Il n'avait jamais eu besoin de remettre en question sa valeur ou sa position. Elles étaient considérées comme acquises, comme faisant partie de l'héritage Montaigne. Il termina son whisky et s'en servit un autre. Alors que la nuit tombait sur la ville, une idée commença à se former dans son esprit. Il ne pouvait pas accepter ce non. C'était contre tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il était. Il devait convertir cette négation en quelque chose qu'il pouvait comprendre, une approbation, une reddition. Il prit son téléphone et chercha Hélène Leclerc sur les réseaux sociaux. Il trouva un profil professionnel sur LinkedIn, discret et formel comme elle. Master en droit de l'environnement, spécialisation aux États-Unis, article publié dans des revues juridiques renommées, aucune photo personnelle, juste la professionnelle, avec le même regard déterminé qu'il avait défié ce matin-là. Il continua ses recherches et trouva des mentions d'elle lors de certains événements juridiques. Une conférence sur la durabilité dans les constructions urbaines. Un débat sur la nouvelle législation environnementale municipale. Rien de très révélateur. Ce fut cependant dans un article de journal local qu'il trouva quelque chose de plus personnel. Hélène avait reçu un prix d'avocature pro bono pour avoir défendu les habitants d'une communauté menacée par un projet immobilier. Sur la photo, elle souriait discrètement, tenant un certificat. À ses côtés, une petite fille d'environ 8 ans, avec les mêmes boucles et le même regard déterminé, tenait sa main. La légende identifiait l'avocate Hélène Leclerc et sa fille Louise lors de la cérémonie de remise des prix. Richard ressentit quelque chose d'étrange en voyant cette image. Hélène n'était pas seulement l'avocate intransigeante de la salle de réunion. Elle était aussi mère. Elle avait une vie au-delà de cette rencontre qui l'avait tant perturbé. Pour une raison quelconque, cela le dérangea encore plus. Comme si l'humaniser rendait son refus plus significatif. Il posa son téléphone et se servit une autre dose. L'alcool commençait déjà à troubler ses pensées, mais il ne parvenait pas à chasser l'image de ses yeux fermes disant « non ». Le lendemain, il se réveilla avec une légère gueule de bois et un but renouvelé. Il enfila son meilleur costume italien, choisit la cravate la plus chère et se rendit au bureau plus tôt que d'habitude. Il appela Auguste dans son bureau immédiatement. « Je veux que vous envoyiez un arrangement d'orchidées à maître Hélène Leclerc, les plus rares que vous puissiez trouver, avec une invitation à dîner au 5 vendredi. Réservez la meilleure table. » Auguste parut confus, mais il savait qu'il ne devait pas poser de questions. « Oui, monsieur. Un message spécifique sur la carte ?» Richard réfléchit un instant. « Écrivez. J'aimerais discuter d'alternatives pour notre projet. Richard Montaigne. » Il était confiant que le geste élégant, combiné à l'exclusivité du restaurant, l'un des plus chers et des plus prestigieux de la ville, avec des mois d'attente, suffirait à l'impressionner.
Après tout, cela fonctionnait toujours. 3 heures plus tard, Auguste revint avec une expression préoccupée. Maître Richard, Maître Hélène a remercié pour les fleurs, mais a décliné l'invitation à dîner. Elle a suggéré une réunion ici au bureau, en présence de l'équipe juridique, lundi. Richard sentit son visage s'échauffer à nouveau. C'était le deuxième non. En moins de 24 heures, un record négatif dans sa vie. Elle a dit autre chose. Auguste hésita. Eh bien, elle a mentionné qu'elle préférait maintenir la relation strictement professionnelle et qu'elle n'avait pas l'habitude de mélanger travail et engagements sociaux. L'humiliation frappa Richard comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'était pas habitué à être rejeté dans quelque contexte que ce soit. Les femmes répondaient normalement positivement à ces invitations, surtout quand elles étaient accompagnées de cadeaux coûteux et d'un accès à des lieux exclusifs. Annulez la réunion de lundi. Dites que je réévalue le partenariat avec le cabinet Dumas Avocats. C'était enfantin, il le savait, mais il ne put s'en empêcher. L'orgueil blessé parlait plus fort que la raison. Les jours suivants furent étranges. Richard tenta de reprendre sa routine habituelle. Réunion, déjeuner d'affaires, salle de sport avec son entraîneur personnel, dîner avec des amis tout aussi riches et influents. Mais quelque chose avait changé. Au cours de conversations superficielles sur des acquisitions millionnaires et des voyages en yacht, il se surprenait à penser à l'avocate qui avait osé dire non, au regard qu'il avait vu au-delà de la façade de Maître Richard Montaigne. Un vendredi, après un déjeuner particulièrement ennuyeux, avec des investisseurs étrangers, Richard congédia son chauffeur et décida de marcher quelques pâtés de maison. C'était quelque chose qu'il faisait rarement. Paris, pour lui, était un endroit à traverser dans des voitures blindées, pas à découvrir à pied. Mais il ressentait une inquiétude que le mouvement semblait aider à dissiper. C'est alors qu'il la vit. Hélène Leclerc marchait sur le trottoir d'en face, sortant d'une librairie. Elle portait un jean, un chemisier simple et des ballerines, si différente de l'avocate formelle de la salle de réunion. À ses côtés, la petite fille de la photo, Louise, parlait avec animation, gesticulant de ses petites mains, tout en tenant un livre fraîchement acheté. Richard s'arrêta, observant la scène. Il y avait quelque chose de si authentique dans l'interaction entre la mère et la fille qui le fascinait. Hélène souriait d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un sourire sans réserve, plein d'une joie qui semblait illuminer son visage de l'intérieur. Sans trop réfléchir, il traversa la rue dans leur direction. Il n'avait pas de plan, juste une impulsion qu'il ne parvenait pas à expliquer. Lorsqu'il fut suffisamment proche, il s'éclaircit légèrement la gorge. « Maître Leclerc, quelle coïncidence !» Hélène se retourna, et le sourire laissa immédiatement place à une expression neutre, professionnelle. Ses yeux enregistrèrent la surprise un instant, puis la prudence. « Monsieur Montaigne, je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. » Louise regarda curieusement l'homme grand en costume chair qui avait abordé sa mère. « J'étais en train de marcher, » expliqua Richard, se sentant soudainement stupide. Évidemment qu'il marchait. Que ferait-il d'autre sur le trottoir? Un silence inconfortable s'installa. Richard réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas quoi dire. Tous ses scripts mentaux, toutes les phrases d'accroche qu'il utilisait habituellement, semblaient inadéquates face à cette femme qui le regardait avec une attente sereine. Ce fut Louise qui brisa la glace. « Maman, qui est-ce » Hélène hésita un instant. « C'est monsieur Richard Montaigne, un client du cabinet. » Richard tendit la main à la petite fille, dans un geste formel qu'il réalisa vite être étrange pour un enfant. « Ravi de vous rencontrer, Louise. » La petite fille serra sa main avec la solennité comique que seuls les enfants peuvent démontrer. « Vous êtes l'homme aux fleurs. Maman a ramené les orchidées à la maison parce qu'elles étaient trop belles pour rester au bureau. Elles sont sur notre table à manger maintenant. » Hélène parut légèrement gênée. « Louise. » Richard ressentit une satisfaction inattendue à cette information. Alors elle avait ramené les fleurs à la maison. Elle ne les avait pas jetées ou laissées à la réception du bureau. C'était un petit détail, mais d'une certaine manière cela semblait important. « Je suis content que vous les ayez aimées, » dit-il, s'adressant à Hélène avec un sourire qui, à sa propre surprise, était sincère, non calculé. Hélène ajusta la bandoulière de son sac sur son épaule, un geste que Richard interpréta comme un signe de malaise. Ce fut un très beau cadeau, mais comme je l'ai dit, je préfère maintenir nos interactions dans un cadre professionnel. Kazad, bien sûr, je comprends parfaitement. Richard acquiesça, puis, sans le planifier, ajouta «
En fait, je voudrais m'excuser pour ma réaction lors de la réunion et après. C'était inapproprié. Les mots sortirent de sa bouche, avant qu'il ne puisse les retenir, et le plus surprenant, c'est qu'ils étaient vrais. Ce n'était pas une tactique. Ce n'était pas une tentative de manipulation. Pour la première fois depuis longtemps, il était sincère. Hélène l'étudia un instant, comme pour déterminer l'authenticité de ses mots. « Nous apprécions les excuses, n'est-ce pas, Louise ?» La petite fille, qui semblait plus intéressée par le livre qu'elle portait, acquiesça distraitement. « Si vous le souhaitez, » continua Richard, « nous pouvons reporter la réunion pour discuter des alternatives légales que vous avez mentionnées. » Hélène sembla considérer la proposition. Lundi à 10 heures au cabinet, avec l'équipe juridique présente. Ce n'était pas une invitation à dîner, ce n'était pas un sourire chaleureux, ce n'était pas une reddition, mais c'était un début. Richard acquiesça. « J'y serai. » Ils se saluèrent formellement. Que Richard observa mère et fille poursuivre leur chemin main dans la main, reprenant la conversation animée que son arrivée avait interrompue. Quelque chose avait changé en lui. Le nom qui l'avait tant dérangé semblait désormais moins un affront qu'un éveil. Comme si, pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un l'avait réellement vu. Pas le nom, pas la fortune, pas le pouvoir, mais l'homme au-delà de tout cela. Et le plus étrange, c'est que cet homme, ce Richard Montaigne au-delà des titres et des possessions, était un parfait inconnu pour lui-même. Richard arriva au bureau lundi 20 minutes avant l'heure prévue. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, non pas l'arrogance calculée habituelle, mais une inquiétude authentique qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même. Il demanda à Auguste de préparer un rapport détaillé sur toutes les alternatives légales pour le projet du terrain de l'avenue de la Porte d'Italie, sans raccourci ni manœuvre douteuse. « Je veux toutes les options dans la légalité », insista-t-il, observant l'expression de surprise sur le visage de son assistant. « Et pas de cadeaux ni de faveurs pour qui que ce soit du cabinet Dumas. C'est strictement professionnel. » La salle de réunion était organisée comme la fois précédente, mais Richard choisit de s'asseoir sur le côté, et non en bout de table. Un petit geste, presque imperceptible pour toute autre personne, mais qui représentait un changement sismique dans son comportement habituel. Lorsqu'Hélène arriva, accompagnée de 2 autres avocats du cabinet, elle remarqua immédiatement la différence. Ses yeux enregistrèrent le nouveau positionnement de Richard, mais son visage resta professionnel, sans montrer de surprise. « Bonjour, monsieur Montaigne. Je vois que vous êtes prêt à discuter d'alternatives viables pour le projet. » La réunion se déroula de manière étonnamment productive. Hélène présenta 3 possibilités légales. Un redessin du projet pour préserver la zone environnementale, l'acquisition d'un terrain compensatoire dans une autre région pour compenser l'impact environnemental, ou un partenariat avec la mairie pour transformer une partie du terrain en un parc public en échange d'avantages fiscaux. Richard écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles, n'interrompant que pour des questions pertinentes. Il n'y eut pas de menaces voilées, pas de tentative d'impressionner, pas de mention du pouvoir de la société de construction Montaigne. C'était comme si un autre homme était assis sur cette chaise. À la fin de la réunion, alors que tous commençaient à ranger leurs affaires, Richard s'adressa directement à Hélène. « Maître Leclerc, je vous remercie pour les alternatives présentées. J'aimerais vous inviter à visiter le terrain en question. Je crois qu'il serait utile pour nous deux de voir sur place les possibilités du projet. » Hélène hésita brièvement. « Cela serait productif, oui. Je peux vérifier mon agenda et vous informer d'une date viable. »« Oh, parfait. Mon assistant se tiendra à votre disposition pour coordonner. » Avant qu'il ne quitte la pièce, Hélène le surprit. « Monsieur Montaigne, puis-je vous poser une question sincère ?» Richard acquiesça, curieux. « Qu'est-ce qui a changé depuis notre première réunion? Vous semblez différent. » La question le prit au dépourvu. Comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas pleinement lui-même? Comment mettre des mots sur cette inquiétude qui le rongeait depuis qu'il avait entendu le premier nom? De sa vie d'adulte? Disons que j'essaie de voir au-delà de l'évidence, répondit-il finalement. Parfois, un obstacle n'est qu'une invitation à trouver un meilleur chemin. Hélène l'étudia un instant, comme si elle tentait de déchiffrer un code complexe. Intéressant. J'espère que ce nouveau chemin sera plus durable. Le choix du mot ne passa pas inaperçu pour Richard. Durable. Non seulement au sens environnemental, mais dans un sens plus large. Durable pour toutes les parties prenantes, pour la ville, pour l'avenir.
3 jours plus tard, Richard conduisait sa propre voiture, quelque chose qu'il faisait rarement, en direction du terrain de l'avenue de la Porte d'Italie. Il avait congédié son chauffeur, son assistant et tout l'appareil qui l'accompagnait normalement. Sur le siège passager, un dossier avec les documents du projet et les alternatives proposées par Hélène. Il se gara devant le portail rouillé qui délimitait la propriété. Le terrain de près de 20 000 mètres carrés était un mélange curieux. Une partie abritait d'anciennes installations d'une usine désaffectée des années 50, avec une architecture industrielle qui avait en fait une certaine valeur historique. Une autre partie avait été envahie par la nature au fil des décennies d'abandon. Des arbres indigènes avaient poussé, formant un petit bois qui, aux yeux entraînés d'Hélène, constituait une zone de préservation. Il regarda sa montre. Elle était en retard. Étrange compte tenu de la ponctualité qu'elle avait démontrée lors des réunions précédentes. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Richard Montaigne. « Monsieur Montaigne, ici Hélène Leclerc. Je m'excuse, mais je devrais reporter notre visite. Je suis à l'hôpital avec ma fille. » Quelque chose dans sa voix, une tension contenue, une inquiétude qu'elle essayait de cacher, fit oublier complètement à Richard le terrain et le projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien? Un bref silence de l'autre côté. Louise a eu une crise d'asthme sévère à l'école. Elle est stabilisée maintenant, mais devra rester en observation. Dans quel hôpital êtes-vous? À l'hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine. Mais ne vous inquiétez pas, nous pouvons reporter à la prochaine. J'arrive. Richard raccrocha avant qu'elle ne puisse protester. Il ne s'arrêta pas pour analyser pourquoi il faisait cela. Ce n'était pas une stratégie. Ce n'était pas un mouvement calculé pour impressionner. C'était quelque chose de plus viscéral, de plus humain. L'hôpital américain de Paris était l'un des plus chers et des mieux équipés de la ville, un détail qui n'échappa pas à Richard. Hélène avait probablement une bonne assurance maladie par le cabinet. À la réception, il informa qu'il cherchait Louise Leclerc, la fille d'Hélène Leclerc. « Monsieur est de la famille ?» demanda la réceptionniste consultant le système. « Ami de la famille ?» répondit-il, réalisant à quel point cela sonnait étrange. Ils n'étaient pas amis. Ils se connaissaient à peine, en fait. Elle est dans la chambre 312, mais seuls les membres de la famille peuvent entrer. Richard réfléchit rapidement. « Pourriez-vous prévenir que Richard Montaigne est ici ?» pour tout ce dont ils auraient besoin. Quelques minutes plus tard, Hélène apparut dans le hall. Elle semblait épuisée, avec des cernes visibles et les cheveux attachés négligemment. Elle portait des vêtements simples, un jean et un chemisier bleu, si différents des tailleurs impeccables qu'elle portait au travail. « Monsieur Montaigne, vous n'auriez pas dû venir, vraiment. »« Comment va-t-elle » demanda-t-il, ignorant le commentaire. Hélène soupira, passant la main dans ses cheveux d'un geste automatique. Mieux maintenant. La crise a été forte, mais ils ont réussi à la contrôler. Elle a de l'asthme depuis toute petite, mais cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu un épisode aussi sévère. Richard remarqua qu'elle tenait une tasse de café à moitié vide, probablement froid. « Vous avez déjà déjeuné » demanda-t-il. Hélène parut confuse par la question. « Je n'ai pas eu le temps. Je suis venu directement de l'école ici. Je vais vous commander quelque chose à manger. Il ne sert à rien de tomber malade aussi. » Avant qu'elle ne puisse protester, Richard se dirigea vers la cafétéria de l'hôpital et revint avec un sandwich végétarien, une salade de fruits et un café frais. Il les lui tendit sans cérémonie. « Merci, mais vous n'auriez pas dû vous déranger, » dit-elle, acceptant la nourriture avec hésitation. Ce n'est pas un dérangement. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Richard. Monsieur Montaigne me fait me sentir comme mon père. » Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Hélène. « D'accord, Richard, et merci. » Ils s'assirent à l'une des tables de la cafétéria pendant qu'elle mangeait. Le silence entre eux n'était pas exactement confortable, mais il n'était pas non plus tendu comme lors des réunions précédentes. « Louise a mentionné que vous n'étiez que vous deux. » commenta Richard, essayant d'engager la conversation. Hélène mâcha lentement avant de répondre. « Oui, son père n'a jamais fait partie de l'équation. Nous étions ensemble à l'université, mais quand je suis tombée enceinte, il a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas d'engagement. Ce fut la meilleure décision, en fait. Nous sommes heureux ainsi. » Il y avait une force tranquille dans sa manière de parler, sans ressentiment ni amertume. Juste une constatation. Cela doit être difficile. Équilibrer carrière et maternité seule. « You'll be tired. » Hélène l'étudia un instant. «
comme si elle évaluait la sincérité de l'observation. C'est un défi, mais c'est aussi gratifiant. Louise me donne envie d'être une meilleure personne chaque jour. Et cela se reflète dans tout ce que je fais, y compris professionnellement. Richard sentit une étrange oppression dans la poitrine. Il n'avait jamais pensé aux enfants. Il n'avait jamais sérieusement envisagé une famille. Son monde était fait d'acquisitions, pas de connexion, de conquête, pas d'engagement. « Puis-je vous demander pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ?» Hélène rompit ses pensées. Richard hésita. C'était une bonne question. Pourquoi avait-il couru à l'hôpital en apprenant que la fille d'une femme qu'il connaissait à peine était malade? Honnêtement, je ne sais même pas avec certitude. Cela semblait la bonne chose à faire. Pour la première fois, Hélène lui sourit sincèrement. Pas le sourire poli et professionnel des réunions, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus vrai. C'est une réponse étonnamment sincère. J'essaye d'être plus sincère ces derniers temps. Le téléphone d'Hélène vibra. Elle regarda rapidement l'écran. C'est l'infirmière. Louise s'est réveillée et demande après moi. « Ce Asma, bien sûr, vous devriez y aller. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Hélène hésita, mordant légèrement sa lèvre inférieure, un petit geste que Richard trouva inexplicablement charmant. En fait, il y a quelque chose. Louise s'ennuie et est effrayée. Elle a un projet scientifique à présenter la semaine prochaine sur les cycles de l'eau, et elle était très enthousiaste. Maintenant, elle craint de ne pas pouvoir le terminer à temps. « Je pourrais aider », fit Richard, surpris par ses propres mots. « Je veux dire, si ce n'est pas un dérangement. » Hélène sembla réfléchir un instant. Elle serait heureuse de la distraction, et je confesse que la science n'a jamais été mon fort. Ainsi, d'une manière que Richard n'aurait jamais pu prévoir, il se retrouva assis au chevet d'une petite fille de 8 ans, expliquant le fonctionnement du cycle de l'eau, tout en dessinant des diagrammes improvisés sur un cahier d'école. Louise, malgré sa pâleur et les tubes d'oxygène, avait une curiosité insatiable. Elle posait des questions perspicaces, le corrigeait quand il simplifiait trop un concept et riait des petites blagues qu'il incluait dans ses explications. « Vous savez beaucoup de choses. » Comment a-t-elle impressionné après qu'il lui eut expliqué comment les nuages se formaient? Richard sourit, ressentant une satisfaction différente de tout autre qu'il avait jamais expérimenté. Ce n'était pas la fierté de conclure une grande affaire ou d'acquérir quelque chose de cher. C'était quelque chose de plus simple et pourtant infiniment plus précieux. « J'ai étudié l'ingénierie avant de reprendre les affaires familiales, » expliqua-t-il. « J'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnent. » Pourquoi avez-vous arrêté? La question innocente le prit au dépourvu. Pourquoi avait-il abandonné l'ingénierie? À l'époque, cela semblait évident. La société de construction familiale avait besoin d'un Montaigne à sa tête, et il était le seul héritier. Mais il y avait plus que cela. Il y avait le désir d'impressionner son père, de prouver sa valeur, d'être digne du nom qu'il portait. Parfois, nous suivons des chemins que d'autres ont tracés pour nous, répondit-il finalement. Nous ne nous arrêtons pas toujours pour nous demander si c'est le chemin que nous voulons vraiment. Louise acquiesça avec une gravité qui semblait disproportionnée pour son âge. Maman dit toujours que nous devons choisir nos propres chemins, même quand c'est difficile. Richard regarda Hélène, qui observait l'interaction en silence depuis le fauteuil près du lit. Il y avait quelque chose dans ses yeux, non pas la prudence professionnelle d'avant, mais une curiosité authentique, comme si elle voyait une facette de Richard Montaigne que même lui ne connaissait pas. Les jours suivants établirent une routine inattendue. Richard commença à visiter l'hôpital quotidiennement, toujours en fin d'après-midi. Il apportait des livres pour Louise, des collations saines pour Hélène, et continuait d'aider avec le projet scientifique. Le mercredi, il apporta un petit terrarium en verre, avec des couches de pierre, de sable, de terre et de plantes minuscules, pour démontrer pratiquement le cycle de l'eau. Louise fut enchantée de voir comment l'eau s'évaporait et se condensait à l'intérieur du récipient fermé, créant un écosystème autosuffisant. « C'est comme une planète entière ici dedans », s'exclama-t-elle, observant les gouttes d'eau ruisseler sur le verre. Richard ressentit quelque chose d'étrange en voyant son enthousiasme, un mélange de fierté et de mélancolie. Il était en train de créer un lien avec cet enfant et sa mère qu'il n'avait pas planifié, qui ne faisait pas partie de son monde calculé et contrôlé. Le jeudi, Louise reçut son congé de l'hôpital. Richard proposa de les ramener chez elle, et après quelques hésitations, Hélène accepta. Leur appartement dans le quartier du Marais était modeste mais accueillant.
si différent du Penthouse froid et impersonnel où il vivait. Il y avait des livres partout, des plantes aux fenêtres, des dessins de Louise collés sur le réfrigérateur. Les orchidées qu'il avait envoyées des semaines auparavant étaient en effet sur la table à manger toujours belle. Un endroit charmant, commenta-t-il sincèrement. Hélène sourit, posant son sac sur le canapé. Ce n'est pas exactement un penthouse dans le 16e arrondissement, mais c'est notre foyer. Il y a plus de vie que dans tout mon appartement, admit Richard. Cette nuit-là, sans le planifier, il resta dîner. Il aida Louise à finaliser le projet du cycle de l'eau, pendant qu'Hélène préparait des pâtes simples. Ils parlèrent de livres, de films, de lieux qu'ils aimeraient visiter. Il n'y eut aucune mention d'affaires, de procès ou de terrains litigieux. C'était comme s'il existait une trêve tacite entre eux, un espace sûr où ils pouvaient être simplement des personnes, pas une avocate et un entrepreneur. Quand il partit, tard dans la nuit, Hélène l'accompagna jusqu'à la porte. « Merci pour tout. Louise a adoré votre aide avec le projet. » Ce fut un plaisir. C'est une fille brillante. Un bref silence s'installa entre eux. Il y avait quelque chose de non dit planant dans l'air, quelque chose qu'aucun des deux ne semblait prêt à nommer. « Hélène, » commença Richard hésitant. « Je sais que nous avons commencé de la pire des manières possibles, et je comprends votre prudence. Mais j'aimerais que nous sachions que nous pouvons être amis. » Elle l'étudia avec ce regard pénétrant qui semblait voir au-delà des apparences. « Amis » répéta-t-elle, comme si elle testait le mot. « C'est une proposition intéressante, considérant qu'il y a quelques semaines, vous étiez prêt à contourner la loi pour obtenir ce que vous vouliez. » Richard sentit son visage s'échauffer au souvenir. « Je ne suis plus cette personne, » dit-il, se surprenant lui-même par la conviction dans sa voix. « Ou du moins, j'essaye de ne plus l'être. » Hélène croisa les bras, non pas de manière défensive, mais pensive. « Les gens ne changent pas du jour au lendemain, Richard. Je ne dis pas que j'ai complètement changé. Je dis que je veux changer. Et c'est un début, n'est-ce pas ?» Un petit sourire se forma sur ses lèvres. « Oui, c'est un début. » Les semaines suivantes, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Richard Montaigne, l'entrepreneur craint et admiré, l'héritier de la fortune immobilière, commença à remettre en question tout ce qui touchait à sa vie. Cela commença par de petites choses. Il demanda à s'inscrire à un cours de perfectionnement sur les constructions durables. Il invita des spécialistes de la préservation de l'environnement à évaluer les projets de l'entreprise de construction. Il surprit tout le monde en proposant une révision complète des politiques de l'entreprise concernant les communautés affectées par ces projets. Ses amis de longue date, d'autres héritiers, des entrepreneurs du même cercle, remarquèrent le changement. Lors d'un dîner au cercle de l'Union interalliée, Paul Dubois, son collègue depuis l'école, fut direct. « Qu'est-ce qui t'arrive, Montaigne ? J'ai entendu dire que tu avais refusé le terrain de l'avenue de la Porte d'Italie à cause de quelques arbres, et que tu es en réunion avec des associations de quartier. Tu es malade ou quelque chose comme ça ?» Richard observa le vin dans son verre, le faisant tourner lentement. « Je repense juste à certaines choses, Paul. Je me demande si le succès a tout prix est vraiment, eh bien, le succès. » Paul rit, tapant sur l'épaule de Richard comme s'il avait entendu une blague. « Ah, j'ai compris. C'est à cause de cette avocate, n'est-ce pas? Hélène, je ne sais plus quoi. J'ai entendu dire que vous vous étiez rencontrés. » Par ma masse, Richard sentit une irritation croissante. « Ce n'est pas à cause d'elle. C'est à cause de moi. »« Ah, bien sûr, » dit Paul, toujours souriant. « Ce ne serait pas la première fois qu'un homme prétend avoir une conscience sociale pour impressionner une femme. Fais juste attention à ne pas laisser cela affecter les affaires. Le conseil d'administration de l'entreprise en parle déjà. » La conversation laissa un goût amer à Richard. Non pas parce que Paul avait entièrement tort. Hélène avait en effet été le déclencheur de ses réflexions, mais parce qu'il réduisait tout à une stratégie de conquête. Comme s'il n'était pas possible que Richard remette sincèrement en question ses priorités. Sur le chemin du retour, il arrêta sa voiture devant un immeuble que Montaigne et associés avaient construit des années auparavant. Un bâtiment luxueux qui avait remplacé un village historique, après un processus d'expropriation controversé. À l'époque, Richard avait célébré la victoire contre les habitants résistants. Maintenant, en regardant la façade miroitante qui reflétait les lumières de la ville, il ne ressentait qu'un vide inconfortable. Il prit son téléphone et, sans trop réfléchir, appela Hélène. « Je vous dérange ?» demanda-t-il quand elle répondit. « Non, Louise vient de s'endormir. »« Un problème ?» Richard hésita. « Que dirait-il »
qu'il était en pleine crise existentielle à 42 ans, qu'il se demandait soudain si toute sa vie avait été construite sur des valeurs vides. « Vous êtes-vous déjà demandé si vous viviez la mauvaise vie ?» dit-il finalement. Un bref silence de l'autre côté. « Plusieurs fois », répondit Hélène avec douceur. « Surtout avant de décider d'être mère célibataire. J'avais peur de commettre une erreur irréparable. » Et comment avez-vous su que ce n'était pas le cas? Je ne l'ai pas su. J'ai juste suivi ce qui me semblait juste pour moi, pas ce que les autres attendaient. Et chaque jour, j'essaye de faire mieux que la veille. Richard observa les gens qui passaient sur le trottoir, des travailleurs rentrant chez eux, des jeunes sortant pour la nuit, des vies si différentes de la sienne. « Il y a un café ouvert tard près de chez vous, » dit-il, changeant brusquement de sujet. « Pourriez-vous me rejoindre pour un café? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. » Une demi-heure plus tard, ils étaient assis à une table au fond d'un café confortable dans le Marais. Hélène portait un jean et un pull simple, les cheveux attachés en queue de cheval décontractée. Richard portait toujours le costume du dîner d'affaires, mais il avait desserré sa cravate et déboutonné son col, une petite rébellion contre l'homme qu'il avait été. « Je vais abandonner le projet de l'avenue de la Porte d'Italie », annonça-t-il sans préambule. Hélène leva les sourcils, surprise. « Complètement ? » ?»« Oui. Après avoir évalué toutes les alternatives, aucune ne semblait correcte. Cet endroit a une valeur historique et environnementale. Le transformer en un énième complexe de luxe serait un gaspillage. Le conseil d'administration de l'entreprise a-t-il accepté cela? Richard eut un sourire ironique. Pas exactement. En fait, ils remettent en question ma santé mentale. Ils pensent que je fais une sorte de dépression nerveuse. Hélène but une gorgée de sa tisane à la camomille avant de répondre. Et vous l'êtes? Est-ce peut-être? Ou peut-être que je vois enfin clairement. Elle l'étudia un instant, avec ce regard qui semblait voir au-delà des apparences. Ce que vous voulez vraiment, Richard? La question le prit au dépourvu. Ce qu'il voulait, pendant des années, la réponse avait été automatique. Plus de succès, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Mais maintenant, ces réponses sonnaient creuses, comme des phrases apprises d'un scénario qui n'avait plus de sens. « Je veux faire quelque chose qui compte », répondit-il finalement. « Quelque chose au-delà d'accumuler fortune et pouvoir. Je veux regarder en arrière et voir que j'ai rendu le monde un peu meilleur, pas pire. Et comment comptez-vous faire cela ?» Richard respira profondément. C'était la première fois qu'il verbalisait l'idée qui lui martelait l'esprit depuis des jours. « Je pense à créer une fondation, utiliser une partie des ressources de l'entreprise de construction pour des projets de réhabilitation de zones dégradées, de préservation environnementale et de logement social. Et je veux commencer par le terrain de l'avenue de la Porte d'Italie, le transformer en un parc public avec un centre culturel dans les installations historiques. » Hélène ne put cacher sa surprise. « C'est ambitieux et surprenant venant de vous. Il y a quelques semaines, cela aurait été impossible, admit-il. Mais maintenant, cela semble le seul chemin qui ait du sens. Qu'est-ce qui a changé? Demanda-t-elle, bien que son regard suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse. Richard hésita, choisissant les mots avec soin. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que dire non aux mauvaises choses est tout aussi important que dire oui aux bonnes. Et cela m'a fait remettre en question tous les choix que j'ai faits jusqu'ici. Une légère rougeur colora les joues d'Hélène, mais elle garda le regard ferme. Assurez-vous de faire cela pour les bonnes raisons, Richard. Pas pour moi, pas pour m'impressionner, mais parce que vous y croyez vraiment. Je ne fais pas cela pour vous, répondit-il avec sincérité. Je fais cela à cause de vous. Il y a une différence. Et il y en avait, en effet. Hélène n'était pas l'objectif. Elle était le catalyseur. Le non qu'elle lui avait donné des semaines auparavant avait été comme une pierre jetée dans des eaux calmes, créant des vagues qui atteignaient maintenant tous les domaines de sa vie. Si vous êtes sérieux au sujet de la fondation, dit-elle après un instant, je connais des gens qui pourraient vous aider. Des spécialistes en droit de l'environnement, des urbanistes, des leaders communautaires. J'aimerais beaucoup. Richard acquiesça, ressentant une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis l'université. Et peut-être, pourriez-vous en faire partie aussi, en tant que consultante juridique, pour vous assurer que tout est fait correctement. Hélène sourit, ce sourire authentique qu'il avait vu pour la première fois à l'hôpital. Ce serait intéressant, à condition de maintenir tout strictement professionnel, bien sûr.
Il y avait une étincelle dans ses yeux qui contredisait la formalité des mots, et Richard sentit un espoir grandir en lui. Non pas l'espoir de conquête ou de possession, comme il l'aurait ressenti auparavant, mais l'espoir de construire quelque chose de significatif, tant dans la ville qu'entre eux deux. Strictement professionnel, acquiesça-t-il avec un sourire qui disait le contraire. Et ainsi, dans ce simple café, entre tasses de thé et de café, naquit non seulement l'idée d'une fondation, mais la possibilité d'une meilleure version de Richard Montaigne, une version qui commençait à apprendre que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la soumission ou la possession, mais dans la construction et la transformation. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles d'affaires de Paris. Richard Montaigne, héritier et président de Montaigne & Associés, avait annulé un projet de développement de luxe sur l'avenue de la Porte d'Italie pour créer un parc public et un centre culturel. Pour certains, c'était un coup de marketing brillant. Pour d'autres, un signe clair d'instabilité mentale. Pour le conseil d'administration de l'entreprise, c'était une déclaration de guerre. Un vendredi matin, Richard trouva son père l'attendant dans son bureau. Albert Montaigne, à 73 ans, conservait toujours la posture imposante et le regard glacial qui intimidait cadres et politiciens depuis des décennies. Officiellement à la retraite depuis 8 ans, il mettait rarement les pieds dans la société de construction, préférant partager son temps entre voyages internationaux et parties de golf. « Nous devons parler », annonça Albert sans salutation préliminaire. Richard se sentit instantanément transporté à l'adolescence, cette même sensation d'inadéquation, de ne jamais atteindre les attentes paternelles, d'être toujours jugé. « Bonjour à vous aussi, père. » Albert ignora l'ironie. « Qu'est-ce que tu penses faire ?»« Annuler un projet de 200 millions pour construire un jardin. Le conseil est en ébullition. Les actionnaires appellent. Même ta mère est inquiète. » Richard respira profondément, se rappelant les exercices que son thérapeute récemment engagé lui avait appris. Oui, il avait commencé une thérapie, un autre changement qui aurait été impensable quelques semaines auparavant. Ce n'est pas un jardin, père. C'est une fondation de responsabilité socio-environnementale qui commencera par la revitalisation d'un terrain historique. À long terme, cela apportera plus de valeur à la marque Montaigne qu'un autre complexe de luxe. Albert le regarda comme s'il avait poussé une deuxième tête. Valeur pour la marque? Depuis quand t'intéresses-tu à ces bêtises de marketing social? Cette entreprise a été construite pour générer du profit, pas pour sauver la planète. Richard soutint le regard de son père, réalisant pour la première fois à quel point ils étaient différents. Albert avait grandi à une autre époque, avec d'autres valeurs. Pour lui, le succès était synonyme de domination, du marché, des concurrents, des obstacles. Il n'y avait pas de place pour le doute ou pour des considérations au-delà du résultat financier. Les choses changent, père. Le monde a changé. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme si nous étions encore dans les années 80. Albert laissa échapper un rire sec. Le monde change toujours. Ce sont les faibles qui s'adaptent. Les forts font que le monde s'adapte à eux. C'est comme ça que j'ai construit cet empire. Et combien a coûté cet empire? Demanda Richard, se surprenant lui-même par son courage. Combien de vies ont été bafouées? 32. Combien de zones ont été dégradées? Zamiyamadi. Combien avons-nous payé en pots de vin et en accords sous le manteau? Le visage d'Albert se durcit. Ne fais pas le saint, Richard. Tu as profité de tout cela. Tes voitures de luxe, tes montres à 100 000 euros, tes voyages à l'étranger. Tout cela vient de cet empire sale que tu critiques maintenant. C'était vrai et Richard le savait. L'hypocrisie de sa situation ne lui échappait pas. Il essayait d'être meilleur, mais il portait des décennies de privilèges construits sur les mêmes méthodes qu'il condamnait maintenant. « J'essaie de faire différemment à partir de maintenant », dit-il plus pour lui-même que pour son père. Albert l'étudia un instant, les yeux plissés dans une évaluation calculatrice. « C'est à cause de cette avocate, n'est-ce pas? Hélène Leclerc. Je l'ai fait enquêter. » Richard sentit son sang se glacer. « Vous avez fait quoi? »« Ne sois pas naïf. Tu crois que je n'ai rien remarqué? Soudain, tu commences à agir étrangement, à parler de conscience sociale, à vouloir transformer une entreprise de construction milliardaire en une ONG. Il fallait bien que quelqu'un soit derrière. »« Il n'y a personne derrière, » protesta Richard, la colère montant, et il n'y avait aucune nécessité d'enquêter sur qui que ce soit. Albert eut un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Mère célibataire, carrière impeccable,
historique de travail pro bono pour des communautés défavorisées. Très pratique, tu ne trouves pas? Presque trop parfaite. Arrêtez! Savais-tu que le père de sa fille est un artiste raté qui vit au Portugal, un drogué qui n'a jamais envoyé un centime de pension alimentaire? Elle poursuit des entreprises comme la nôtre. Richard. Elle gagne sa vie en faisant échouer des projets immobiliers. J'ai dit d'arrêter. Richard éleva la voix, ce qu'il faisait rarement, surtout avec son père. Albert se cala dans son fauteuil, satisfait de la réaction qu'il avait provoquée. « Tu es manipulé, mon fils. » Cette femme a vu en l'héritier des Montaigne une opportunité en or, une cible parfaite pour ses causes sociales, et tu es tombé comme un bleu. Richard se leva tremblant de rage. « Sortez de mon bureau maintenant. » Albert se leva aussi, sans hâte. « Réfléchis bien à ce que tu fais, Richard. Tu as beaucoup à perdre. Et je ne parle pas seulement de l'entreprise. » La menace voilée plana dans l'air comme une fumée toxique. Après le départ de son père, Richard resta immobile, essayant de digérer ce qui s'était passé. Albert n'avait pas seulement fait enquêter sur Hélène, mais il insinuait qu'il pourrait utiliser ces informations contre elle d'une manière ou d'une autre. Il prit son téléphone et appela Hélène, mais tomba sur sa messagerie vocale. Elle était probablement en audience. Il laissa un message lui demandant de le rappeler dès que possible, essayant de ne pas paraître aussi désespéré qu'il se sentait. Le reste de la journée fut un flou de réunions tendues et d'emails agressifs de membres du conseil d'administration. Ce qui semblait auparavant une décision noble et transformatrice, créer la fondation, réinventer Montaigne un associé comme une entreprise socialement responsable, se révélait maintenant un champ de mines de résistance et de menaces voilées. En fin d'après-midi, lorsqu'il réussit enfin à trouver un moment de paix, il reçut un message d'Hélène. « Pouvons-nous nous rencontrer au parc près de chez moi à 18h? Louise sera avec une amie. Nous devons parler. » Le ton sérieux du message augmenta son anxiété. Savait-elle déjà l'enquête ordonnée par son père? Quelqu'un l'avait-il abordé avec des menaces? Le parc Mario Covas dans le quartier du Marais était une petite oasis de verdure entre les immeubles. Hélène l'attendait déjà sur un banc sous un arbre touffu. Elle portait des vêtements de travail, un tailleur gris et des chaussures plates. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Une tension que Richard n'avait jamais vue auparavant. « Il s'est passé quelque chose », dit-il s'asseyant à ses côtés. Ce n'était pas une question. Hélène le regarda avec ses yeux perspicaces. « J'ai reçu une visite intéressante aujourd'hui au cabinet. Paul Dubois, votre ami de longue date. Il est venu avec une proposition. Si je m'éloignais de vous et de la fondation que nous planifions, le cabinet Dumas Avocats recevrait le contrat exclusif de conseil juridique pour toutes les entreprises de son groupe. » Richard sentit son estomac se nouer. « Hélène, je vous jure que je ne savais rien de tout ça. Mon père est venu au bureau aujourd'hui, il a menacé. Je sais que ce n'était pas vous, » l'interrompit-elle doucement. « Je connais des gens comme Paul et votre père. Ils sont faits du même moule. » Qu'avez-vous répondu? Un petit sourire apparut sur ses lèvres. « J'ai dit qu'il commettait un crime de harcèlement et de tentative de corruption, et que s'il ne quittait pas immédiatement mon cabinet, je déposerais une plainte auprès du procureur de la République contre lui. » Richard ne put retenir un rire. Je parie qu'il ne s'attendait pas à ça. Il est devenu rouge comme une tomate. « Mais Richard, » continua-t-elle redevenant sérieuse, « ce n'est que le début. Si nous continuons avec la fondation, si vous suivez vraiment ce chemin, la résistance sera féroce. Des gens comme votre père et Paul n'acceptent pas facilement le changement, surtout quand ils menacent leur pouvoir et leur argent. » Richard soupira, passant la main dans ses cheveux. « Vous voulez abandonner? Je comprendrai parfaitement. » Hélène l'étudia longuement. « Ce que je veux savoir, c'est, voulez-vous abandonner? Il est beaucoup plus facile de revenir à votre vie d'avant. Les dîners exclusifs, les affaires lucratives, l'admiration de vos pairs. Personne ne vous en voudrait. Après tout, qui suis-je pour changer des décennies de conditionnement? » La question frappa Richard comme un coup de poing dans l'estomac. C'était vrai. Il serait infiniment plus facile de faire marche arrière, s'excuser auprès du conseil d'administration, reprendre le projet de l'avenue de la Porte d'Italie, jeter l'idée de la fondation aux archives des moments de folie. Sa vie reviendrait à la normale. L'inconfort passerait. Mais normal signifiait vide. Cela signifiait se réveiller chaque jour en sentant qu'il manquait quelque chose de fondamental. Cela signifiait continuer à accumuler possession et pouvoir sans jamais combler ce vide qui grandissait en lui. « Je ne veux pas abandonner.
répondit-il finalement. Mais je ne veux pas non plus que vous et Louise subissiez des conséquences à cause de moi. Hélène sourit, ce sourire rare et authentique qui illuminait ses yeux. Louise et moi avons déjà affronté pire. De plus, ajouta-t-elle, se penchant légèrement vers lui, je confesse que je suis curieuse de voir jusqu'où ira cette transformation du redoutable Richard Montaigne. Il y avait quelque chose dans son regard, une chaleur, une proximité qui n'était pas là auparavant. Un instant, Richard pensa se pencher aussi pour réduire la distance entre eux. Mais le moment fut interrompu par le son du téléphone d'Hélène. « C'est la mère de l'ami de Louise », expliqua-t-elle, vérifiant le message. « Je dois aller la chercher dans 20 minutes. » Ils se levèrent, et Richard sentit une urgence de dire quelque chose, de ne pas laisser ce moment s'échapper complètement. « Hélène, je voulais vous inviter à dîner demain. Juste nous deux. Pas pour discuter de la fondation ou des affaires, juste dîner. » Elle hésita, et Richard ajouta rapidement, « Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une tentative de vous impressionner. C'est juste un homme qui invite une femme qu'il admire à partager un repas. » Hélène l'étudia avec ses yeux qui semblaient pas voir au-delà des apparences. « Demain à 20h. Vous pouvez venir me chercher chez moi. » Le lendemain matin, Richard se réveilla avec une étrange sensation, un mélange d'anxiété et d'attente qu'il n'avait pas ressenti depuis l'adolescence. Il se sentait simultanément plus âgé et plus jeune que ses 42 ans. Plus âgé parce qu'il voyait enfin la vie avec une clarté qui lui échappait auparavant. Plus jeune parce que tout semblait nouveau et inexploré. Il décida de marcher jusqu'au bureau, ce qu'il ne faisait jamais. Les 5 kilomètres de son penthouse à l'immeuble de la société de construction pouvaient être parcourus en moins d'une demi-heure. Il avait besoin de mouvement, d'air, même l'air pollué de Paris, pour organiser ses pensées. En chemin, il observa la ville comme s'il la voyait pour la première fois. Les contrastes saisissants entre luxe et pauvreté, les immeubles imposants à côté de zones dégradées, les gens pressés, chacun portant des histoires invisibles de lutte et de rêve. Combien de ces immeubles avaient été construits par Montaigne Associés? Combien de ces histoires avaient été impactées, pour le meilleur ou pour le pire, par les décisions prises dans sa salle de réunion? Quand il arriva au bureau en sueur et légèrement essoufflé, il trouva Auguste en état de panique. « Maître Richard, Dieu merci. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois. Il y a une réunion extraordinaire du conseil d'administration dans 15 minutes, et votre père est ici avec les avocats de l'entreprise. » Richard sentit son estomac se nouer. Quels avocats? Du cabinet Dumas? Auguste secoua la tête. Non, du cabinet Ménézès et Albuquerque. Ceux qui s'occupent des restructurations d'entreprise. Restructuration d'entreprise. Les mots planèrent dans l'air comme une sentence. Je comprends, dit Richard étonnamment calme. Je vais changer de chemise et je serai là dans 10 minutes. Dans sa salle de bain privée, en changeant sa chemise mouillée pour une propre qu'il gardait au bureau, Richard se regarda dans le miroir. L'homme qui le regardait en retour semblait différent. Les mêmes traits, la même coupe de cheveux, mais quelque chose avait changé dans le regard. Il y avait une nouvelle détermination là, une force qui ne venait pas de l'arrogance ou du pouvoir, mais de quelque chose de plus profond. Dans la salle de réunion, 12 visages sérieux l'attendaient. Albert Montaigne était assis en bout de table, la place que Richard occupait normalement. À ses côtés, 2 avocats aux expressions impassibles. Les 9 autres sièges étaient occupés par les membres du conseil d'administration, tous des hommes de plus de 60 ans, tous vêtus de costumes sombres comme des uniformes. « Heureux que tu aies décidé de te joindre à nous, Richard, » dit Albert avec une fausse cordialité. « Nous étions sur le point de commencer sans toi. » Richard prit sa place sur la seule chaise libre, à l'extrémité opposée de celle de son père. Symboliquement, il ne pouvait pas être plus éloigné. « Quel est l'objet de cette réunion extraordinaire ?» demanda-t-il, gardant la voix ferme. Albert fit un geste à l'un des avocats qui ouvrit un dossier et commença à distribuer des documents. « Le conseil d'administration a voté hier soir, » annonça Albert. « À l'unanimité, il a été décidé que tes récentes décisions démontrent une instabilité et représentent un risque pour l'avenir de l'entreprise. Conformément au statut, dans des cas comme celui-ci, le Conseil peut proposer une mise à l'écart temporaire jusqu'à ce que la situation se normalise. » Richard feuilleta le document qu'ils avaient placé devant lui. C'était une notification formelle de sa mise à l'écart de la présidence pour une période initiale de 90 jours, avec possibilité de prolongation. Pendant cette période, Albert Montaigne reprendrait la position de président par intérim.
La pièce tourna un instant. C'était un coup d'État corporatif en plein jour, orchestré par son propre père. À toute autre période de sa vie, Richard aurait explosé de rage, menacé de procès, fait des promesses de vengeance. Mais étonnamment, ce qu'il ressentit fut un étrange soulagement. « Vous avez déjà signé ?» demanda-t-il calmement. Un murmure de surprise parcourut la pièce. Clairement, il s'attendait à de la résistance. « Oui, tous les membres du conseil ont déjà signé », répondit l'un des avocats. « Il ne manque que votre prise de connaissance du document, bien qu'elle ne soit pas nécessaire à la validité de l'acte. » Richard prit le stylo qu'on lui offrait et signa avec une fluidité qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Très bien. Donc je suis officiellement écarté de la présidence de Montaigne & Associés. » Il regarda directement son père, qu'il observait avec une expression de prudence. Albert s'attendait à des cris, des menaces, de la résistance, pas à cette acceptation tranquille. « S'il n'y a plus rien à traiter, messieurs, j'ai un engagement. » Richard se leva, ajustant sa veste avec dignité. « Ah, et père ? Puisque vous êtes de retour à la présidence, je suggère de vous mettre à jour sur les nouvelles législations environnementales. Elles ont beaucoup changé depuis votre époque. » Et il sortit, laissant derrière lui un silence stupéfait. Dans les couloirs de l'entreprise, les employés l'observaient avec une curiosité mal dissimulée. Les nouvelles circulaient vite dans le monde de l'entreprise. Il savait probablement déjà de la mise à l'écart avant même qu'il ne quitte la pièce. Dans son bureau, Richard trouva Auguste l'attendant avec anxiété. « Maître Richard, que s'est-il passé? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles... » Grossièrement, je suis écarté, Auguste, pour 90 jours officiellement, probablement pour toujours en pratique. L'assistant pâlit. Mais, que allez-vous faire? Richard sourit, un sourire sincère qui prit Auguste par surprise. Vivre, Auguste. Pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment vivre. Il passa les heures suivantes à organiser ses effets personnels. C'était étonnamment peu. Quelques livres, des photographies, un vieux stylo qui avait appartenu à son grand-père. Le reste n'était que des symboles du poste qu'il n'occupait plus. Trophées d'entreprise, certificats de reconnaissance, objets coûteux et impersonnels. Quand il eut fini, il était déjà plus de 18 heures. Il se rappela son dîner avec Hélène et sentit une vague de panique. Comment expliquerait-il que, depuis la dernière fois qu'il s'était vu, il avait perdu la présidence de l'entreprise? Elle penserait qu'il était faible, qu'il avait abandonné au premier obstacle. Un instant, il envisagea d'annuler. Il serait plus facile de se retirer, de panser ses plaies en privé, d'éviter le jugement possible dans ses yeux. Mais il n'était plus l'homme qui choisissait le chemin le plus facile. À 20 heures précises, il sonna à la porte de l'appartement d'Hélène. Il portait un costume bleu marine discret, pas le plus cher de sa garde-robe, mais celui qui lui allait le mieux. Il était passé chez lui pour prendre une douche et se changer, mais il avait renvoyé le chauffeur. Il conduirait sa propre voiture ce soir-là. Quand Hélène ouvrit la porte, Richard sentit un nœud dans la gorge. Elle était éblouissante dans une robe simple de couleur lit de vin, les cheveux détachés encadrant son visage, un maquillage léger rehaussant ses traits naturels. « Vous êtes magnifique », dit-il, lui tendant un petit bouquet de fleurs sauvages. Rien d'ostentatoire comme les orchidées de la première fois, juste des fleurs simples qu'il avait choisies personnellement dans un fleuriste de quartier. Hélène sourit, acceptant les fleurs. « Merci, vous aussi, vous allez bien. » Elle l'observa attentivement. « Mais vous semblez différent. Il s'est passé quelque chose ?» Richard respira profondément. « Beaucoup de choses, en fait. Je vous raconte pendant le dîner. » Louise apparut dans le couloir, déjà en pyjama, un livre à la main. « Salut, tonton Richard. Maman a passé 1 heure à se préparer pour sortir avec toi. Ouais. » Hélène rougit visiblement. « Louise !» La petite fille haussa les épaules, avec la sincérité brutale des enfants. Mais c'est vrai, et elle a mis ce parfum spécial qu'elle ne met que pour les occasions très importantes. Richard ne put retenir un sourire, ressentant une vague de tendresse pour la petite fille. « C'est une occasion très importante, Louise. Je promets de ramener ta maman avant minuit. » Une jeune femme apparut derrière Louise, la baby-sitter qui resterait avec elle pendant la nuit. « Amusez-vous bien, » dit la jeune femme, avec un sourire complice à Hélène. « Nous allons passer une soirée cinéma et pop-corn, n'est-ce pas, Lou ?» Quand ils quittèrent enfin l'immeuble, Richard conduisit Hélène jusqu'à sa voiture. Non pas l'imposante Mercedes de l'entreprise,
mais une Volvo discrète qu'il utilisait rarement. « Pas de chauffeur aujourd'hui » demanda-t-elle, haussant un sourcil. « Pas de chauffeur, pas d'assistant, pas de présidence de l'entreprise » répondit-il, lui ouvrant la porte. Hélène se figea. « Comment ça, pas de présidence ?» Elle s'était écartée aujourd'hui, par décision unanime du conseil d'administration, dirigé par mon père. Apparemment, créer une fondation socio-environnementale et refuser une affaire millionnaire est un symptôme d'instabilité mentale. Il s'attendait à voir de la déception dans ses yeux, peut-être même de la pitié. Au lieu de cela, il vit quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'admiration. « Et comment vous sentez-vous » Richard réfléchit un instant, étrangement libre. Le restaurant qu'il avait choisi n'était pas le 5 ou tout autre établissement étoilé et exclusif qu'il fréquentait normalement. C'était un petit bistrot dans le Marais, caché dans une rue latérale, avec seulement 12 tables et un jeune chef qui expérimentait des ingrédients biologiques et locaux. Assis dans un coin confortable, avec des bougies éclairant doucement la table, Hélène l'étudiait avec ses yeux qui semblaient me voir au-delà des apparences. « Vous avez vraiment changé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle finalement après qu'ils eurent commandé. « J'espère que oui, » répondit Richard avec sincérité. « Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Des décennies d'habitudes et de privilèges ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois de ma vie, je sens que je suis dans la bonne direction. » Hélène but une gorgée de vin avant de répondre. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus? Ce n'est pas le fait que vous ayez changé, c'est la raison. » « Tracina, est-ce que c'est? La raison? Oui. Beaucoup de gens changent par peur, par obligation, par pression externe. Vous changez parce que vous l'avez choisi, parce que vous avez vu qu'il y avait un meilleur chemin et que vous avez décidé de le suivre, même quand il aurait été infiniment plus facile de rester comme vous étiez. » Richard sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. C'était la première fois que quelqu'un voyait vraiment ce qui se passait en lui, la lutte, le choix, l'éveil. « Je n'aurais pas trouvé ce chemin sans vous, » dit-il tendant la main sur la table. Hélène hésita un instant puis posa sa main sur la sienne. « Je n'ai fait que montrer que c'était possible de dire non. Vous avez fait le reste seul. » Le contact de leurs mains, un geste si simple, semblait porter une électricité que Richard n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas l'excitation superficielle des conquêtes passées, mais quelque chose de plus profond, de plus significatif. « Et maintenant ?» demanda-t-elle sans retirer sa main. « Quels sont vos projets ?» Richard sourit. « La fondation continue, avec ou sans Montaigne & Associés. J'ai suffisamment de ressources personnelles pour commencer. Et quant au reste, il serra légèrement sa main. J'apprends à vivre un jour à la fois, à valoriser ce qui compte vraiment. » Leurs regards se croisèrent, et à ce moment, sans mots, quelque chose fut scellé entre eux. Ce n'était pas une fin, c'était un début. Le début d'une histoire qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir des semaines auparavant, quand un non qu'avait tout changé. Les semaines qui suivirent l'éloignement de Richard apportèrent une étrange sensation de liberté qu'il n'avait jamais connue. Pour la première fois depuis qu'il avait obtenu son diplôme universitaire, il n'avait pas un emploi du temps rempli d'engagements professionnels, de réunions interminables et de dîners d'affaires. Le temps, autrefois si rare et fragmenté, s'étendait maintenant devant lui comme un champ inexploré. Les matins, au lieu d'être réveillé par le son insistant de son téléphone, avec une urgence de l'entreprise de construction, Richard se réveillait naturellement, avec le soleil qui entrait par les fenêtres de son penthouse. Il commença à courir dans le parc voisin, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis ses années d'université. Les après-midi, il se consacrait au projet de la fondation, qui porterait désormais son nom personnel et non celui de l'entreprise de construction. Fondation Nouveau Chemin. La presse spécialisée, qui auparavant le vénérait comme l'un des entrepreneurs les plus puissants du secteur immobilier, spéculait maintenant sur sa chute. Des articles remettaient en question sa santé mentale, insinuaient des problèmes financiers cachés ou des scandales sur le point d'être révélés. Peu comprenaient que ce n'était pas une chute, mais un choix conscient de suivre un chemin différent. Un samedi matin, 3 semaines après son éloignement, Richard reçut un appel inattendu. C'était Claudette Dumas, associée principale du cabinet d'avocats. « Richard, nous devons parler, en personne si possible. » Ils se rencontrèrent dans un café discret du faubourg Saint-Honoré. Claudette, une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris parfaitement coiffés et au regard pénétrant, alla droit au but.
Votre père m'a contacté hier. Il a proposé de tripler le contrat de l'entreprise de construction avec le cabinet à une condition. Éloigner Hélène de toute implication avec vous ou votre fondation. Richard sentit son estomac se nouer. Et qu'avez-vous répondu? Claudette l'étudia un instant, comme si elle évaluait son caractère. J'ai dit que le cabinet Dumas n'acceptait pas ce genre d'imposition, et que si telle était la condition, il devrait chercher un autre cabinet. Richard ne put cacher sa surprise. Pourquoi? Ce serait un contrat millionnaire. Parce que les principes ne sont pas à vendre, mon cher. Claudette but une gorgée de son café avant de continuer. Quand j'ai embauché Hélène, beaucoup ont cru que j'étais folle. Une mère célibataire? Elle manquera des réunions. Elle privilégiera sa fille. Elle ne sera jamais totalement dévouée. J'ai entendu cela de plusieurs collègues. Mais j'ai vu en elle quelque chose que peu ont perçu. Une intégrité absolue. Et en ces années, elle ne m'a jamais déçu. « Ni moi !» murmura Richard. Et il y a plus. Nous avons reçu des propositions de 5 clients différents pour les représenter contre Montaigne & Associés ces derniers jours. Apparemment, votre père revient aux anciennes pratiques, et avec toute sa force. Richard ressentit une vague de culpabilité. C'était comme si, en s'éloignant de l'entreprise, il avait ouvert les vannes, pour que toutes les pratiques discutables qu'il avait tenté de contenir puissent maintenant s'écouler librement. Que puis-je faire? Légalement, je suis éloigné. Claudette se pencha légèrement en avant. Vous détenez toujours 30% des actions de l'entreprise de construction, n'est-ce pas? Votre père en a 40%, et les 30% restants sont répartis entre de petits investisseurs et des actions propres. Richard acquiesça, commençant à comprendre où elle voulait en venir. Vous n'avez pas besoin d'avoir la majorité pour avoir un impact significatif, continua Claudette, surtout si vous commencez à faire du bruit publiquement sur les pratiques de l'entreprise. Vous suggérez que j'entame une guerre publique contre mon propre père, contre l'entreprise qui porte mon nom? Je suggère que vous défendiez ce en quoi vous croyez, Richard. N'est-ce pas ce que vous faites depuis quelques semaines? La conversation avec Claudette lui martela l'esprit toute la journée. Le soir, lorsqu'il retrouva Hélène pour un dîner chez elle, ce qui était devenu fréquent, il partagea ses préoccupations. « Je ne sais pas quoi faire, Hélène. Si j'affronte mon père ouvertement, ce sera une guerre familiale qui éclaboussera tout le monde, y compris la fondation que nous essayons de créer. Si je ne fais rien, je suis complice par omission. » Hélène, qui coupait des légumes pour la salade pendant que Richard ouvrait une bouteille de vin, réfléchit un instant. Il y a une troisième alternative. Laquelle? La transparence totale. Vous n'avez pas besoin d'attaquer votre père ou l'entreprise directement. Rendez simplement public vos raisons de créer la fondation. Parlez ouvertement de votre parcours, de la façon dont vous avez réalisé qu'il y avait un meilleur chemin. Les gens tireront leurs propres conclusions. L'idée prit instantanément sens pour Richard. Ce ne serait pas une attaque, ce serait un témoignage. Ce ne serait pas une accusation, ce serait une confession. Pensez-vous que quelqu'un se soucierait du parcours spirituel d'un entrepreneur gâté? Demanda-t-il à moitié ironique, à moitié sincère. Hélène sourit ce sourire qui faisait encore s'accélérer son cœur. Je pense que vous sous-estimez le pouvoir de l'authenticité, Richard. Dans un monde où tout semble calculé et artificiel, la vérité authentique a un impact surprenant. Louise entra dans la cuisine à ce moment-là, portant un énorme livre sur le système solaire, sa nouvelle obsession. « Tonton Richard, savais-tu que sur Jupiter, il y a une tempête qui dure plus de 300 ans? Imagine rester 300 ans sous la pluie. » Richard rit, s'accroupissant pour être à sa hauteur. Ce serait très long, en effet, mais sais-tu une chose? Parfois, les tempêtes, même les longues, sont nécessaires pour que de nouvelles choses puissent grandir. Louise considéra l'information avec sérieux. Comme les plantes après la pluie? Exactement. Comme les plantes après la pluie. Le regard qu'il échangea avec Hélène par-dessus la tête de la petite fille était chargé de sens. Peut-être que sa propre tempête, l'éloignement, la rupture avec son père, la douloureuse réinvention étaient nécessaires pour que quelque chose de nouveau puisse fleurir. 2 jours plus tard, Richard accorda une interview exclusive à un magazine d'affaires renommé. Non pas pour parler de l'entreprise de construction ou se défendre des spéculations sur son éloignement, mais pour annoncer la création de la Fondation Nouveau Chemin et expliquer sa nouvelle vision de la responsabilité d'entreprise et du développement durable. Pendant des années,
J'ai mesuré le succès par les chiffres d'une feuille de calcul, par la taille des projets, par la valeur des actions, dit-il au journaliste. Mais récemment, j'ai réalisé que le vrai succès réside dans l'impact positif que nous avons, dans les vies que nous transformons pour le mieux, pas seulement dans les profits que nous générons. Interrogé sur son éloignement de Montaigne & Associés, il fut direct. Ce fut une décision du conseil d'administration que je respecte. Nous avions des visions différentes sur l'avenir de l'entreprise. Je crois que le secteur immobilier doit évoluer vers des pratiques plus durables et socialement responsables, et je m'engage à démontrer que cela est non seulement éthiquement correct, mais aussi économiquement viable à long terme. L'interview, publiée sous le titre « La réinvention de Richard Montaigne », eut un énorme retentissement. Des dizaines d'entrepreneurs de sa génération le contactèrent, exprimant leur soutien à ses idées. Des investisseurs intéressés par des projets durables proposèrent des partenariats. Même certains des petits actionnaires de l'entreprise de construction manifestèrent publiquement qu'ils préféraient sa vision à celle de son père. Albert Montaigne, furieux de l'exposition publique, convoqua une conférence de presse pour réfuter les insinuations de son fils. Mais le coup se retourna contre lui. En défendant des pratiques commerciales dépassées et en minimisant les préoccupations environnementales, il ne fit que renforcer le contraste entre les deux visions, celle du passé et celle de l'avenir. Un après-midi particulièrement agité, alors que Richard rencontrait des partenaires potentiels pour la fondation dans le bureau temporaire qu'il avait aménagé, il reçut un appel d'Hélène. Sa voix semblait tendue. « Richard, je viens d'apprendre que votre père a intenté une action pour vous destituer définitivement du conseil d'administration de l'entreprise et annuler vos droits d'actionnaire. Il prétend que vous avez violé des clauses de confidentialité en parlant publiquement de divergences internes. » Kyle absorba la nouvelle avec un calme qui aurait surpris l'ancien Richard. C'était attendu. Il n'accepterait pas pacifiquement de voir son autorité remise en question, même indirectement. « Je peux vous représenter, si vous voulez, » offrit Hélène. « Je connais bien ce type de manœuvre corporative. » Richard hésita. Accepter Hélène comme avocate signifierait inévitablement mélanger encore plus leur vie personnelle et professionnelle, quelque chose qu'ils avaient jusqu'alors tenté d'éviter. « Vous êtes sûr ? Cela pourrait compliquer les choses entre nous. » Il y eut un bref silence de l'autre côté. « Les choses entre nous sont déjà compliquées, Richard. Elles l'ont toujours été, depuis le premier « non » que je vous ai dit dans cette salle de réunion. » Il ne put retenir un sourire en se rappelant ce moment, comme il s'était senti indigné, incrédule, presque offensé par cette négation directe. Cela semblait s'être passé dans une autre vie. « J'accepte votre représentation, maître Leclerc, mais à une condition. » « Laquelle ? » « Dîner avec moi ce soir pour discuter du dossier, dans mon appartement cette fois. » Le silence qui s'ensuivit fut chargé de sens. « Louise est chez ma mère ce soir, » répondit Hélène finalement, la voix plus douce. « J'accepte l'invitation. » Cette nuit-là marqua un changement dans leur relation. Entre discussions sur les stratégies légales et analyse de documents, il y avait des regards plus longs, des touches accidentelles, une proximité qui n'était pas seulement physique, mais émotionnelle. Quand ils laissèrent enfin les papiers de côté, il était déjà minuit passé. Assis sur le balcon du penthouse, avec la ville illuminée s'étendant à perte de vue en dessous, Richard prit son courage à deux mains. « Hélène, je crois que je suis amoureux de vous. En fait, j'en suis sûr. » Elle ne parut pas surprise. Peut-être le savait-elle déjà, bien avant lui. « Et cela vous effraie ?» demanda-t-elle doucement. « Moins que cela ne le devrait, » admit-il. « Moins que cela n'aurait effrayé l'homme que j'étais il y a quelques mois. » Hélène sourit, ce sourire rare et authentique qui illuminait ses yeux. « Vous savez ce qui m'a attiré chez vous, Richard ? Ce n'était pas l'argent, évidemment. Ce n'était pas le pouvoir ou le statut. C'était de voir quelqu'un prêt à changer, à grandir, à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. C'est beaucoup plus rare et précieux que n'importe quelle fortune. » Richard sentit son cœur s'accélérer quand elle se pencha vers lui. Le baiser qu'ils partagèrent fut différent de tout autre qu'il avait jamais connu. Ce n'était pas l'aboutissement d'une conquête, c'était le début d'un partenariat. Ce n'était pas la fin d'un jeu, mais le commencement d'un voyage. La bataille légale contre Albert Montaigne s'étendit sur des semaines. Comme on pouvait s'y attendre, le patriarche utilisa toutes les ressources à sa disposition.
des accusations, formelles aux pressions en coulisses et aux tentatives de diffamation dans les médias spécialisés. Mais il trouva en Hélène une adversaire bien plus redoutable qu'il ne l'avait imaginé. Méticuleuse, infatigable et éthiquement inébranlable, elle bâtit une défense qui non seulement protégeait les droits de Richard en tant qu'actionnaire, mais exposait également les pratiques douteuses qu'Albert tentait de réintroduire dans l'entreprise de construction. Le point de bascule survint lorsque plusieurs petits actionnaires, alarmés par la direction que prenait l'entreprise sous la direction d'Albert, décidèrent de soutenir Richard. Unis, ils formaient un pourcentage suffisant pour équilibrer le rapport de force au sein du conseil d'administration. Lors d'une assemblée extraordinaire, Richard présenta une contre-proposition. Au lieu d'être écarté définitivement, il reviendrait au conseil, mais pas à la présidence. Son rôle serait de superviser spécifiquement les questions de conformité environnementale et de responsabilité sociale de l'entreprise, exactement les domaines qui l'intéressaient le plus désormais. À sa surprise, la proposition fut acceptée par la majorité. Même certains alliés de longue date d'Albert reconnaissaient que les vents tournaient sur le marché immobilier et que la vision de Richard, autrefois jugée trop idéaliste, commençait à paraître non seulement moralement correcte, mais aussi stratégiquement intelligente. Après le vote, alors que tous commençaient à se disperser, Richard s'approcha de son père qui restait assis, le visage masqué par une dignité blessée. « Cela n'aurait pas dû se passer ainsi, père, » dit-il doucement. « Je n'ai jamais voulu de guerre. » Albert le regarda et pour la première fois, Richard vit quelque chose au-delà de la froideur calculatrice dans ses yeux, peut-être un éclair de reconnaissance, peut-être même un respect réticent. « Tu es plus fort que je ne le pensais, » dit Albert finalement. « Différent mais fort à ta manière. » Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un début, une petite fissure dans le mur d'incompréhension qui les séparait depuis tant d'années. Pendant ce temps, la fondation Nouveau Chemin prenait vie. Le terrain de l'avenue de la Porte d'Italie, qui avait été le détonateur de toute cette transformation, fut acquis par Richard personnellement et donné pour devenir le premier projet de la fondation. Un parc public avec un centre culturel installé dans les structures historiques préservées. Hélène supervisa tous les aspects légaux de la création de la fondation, veillant à ce que ses bases soient solides et que sa mission soit clairement définie, promouvoir le développement urbain durable, la préservation de l'environnement et l'accès à la culture et à l'éducation pour les communautés vulnérables. Et au milieu de tout ce tourbillon de changements professionnels, leur relation s'épanouissait, avec la prudence naturelle de deux adultes qui avaient déjà affronté des déceptions, mais aussi avec la joie de ceux qui trouvent quelque chose de précieux et d'inattendu. Louise, avec l'adaptabilité caractéristique des enfants, accepta la présence de plus en plus grande de Richard dans leur vie avec enthousiasme. Il ne tenta pas de remplacer la figure paternelle absente. Il savait que ce n'était pas sa place. Au lieu de cela, il construisait une relation propre avec la petite fille, basée sur le respect mutuel, la curiosité partagée et une tendresse authentique. Un dimanche après-midi, 6 mois après cette première réunion, où Hélène avait dit le fatidique « non » qui avait tout changé, tous les trois visitèrent le terrain de l'avenue de la Porte d'Italie, où les travaux du parc et du centre culturel avaient déjà commencé. Marchant entre les arbres préservés et les structures historiques en cours de restauration, Richard observa Hélène et Louise quelques pas devant, main dans la main, pointant des oiseaux et discutant avec animation de l'emplacement des bancs et des fontaines. La sensation qui l'envahit à ce moment était difficile à nommer. Ce n'était pas la satisfaction superficielle d'une acquisition réussie ou d'une affaire lucrative. C'était quelque chose de plus profond, de plus enraciné, comme s'il était enfin au bon endroit, faisant la bonne chose, étant la personne qu'il était destiné à être. Hélène se tourna vers lui, comme si elle sentait son regard et sourit. Ce sourire qui faisait encore s'accélérer son cœur comme la première fois. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle quand il les rejoignit. Richard regarda autour de lui le terrain qu'il avait failli détruire et qu'il aidait maintenant à préserver. La petite fille qui lui avait tant appris sur la curiosité et la joie simple. La femme qui avait eu le courage de lui dire « non » quand tous les autres disaient « oui ». « Je pense à la façon dont un simple « non » peut tout changer », répondit-il sincèrement. Hélène entrelaça ses doigts aux siens, un geste qui était devenu naturel entre eux. Parfois,
Le non n'est que le début d'un oui beaucoup plus grand, dit-elle doucement. Louise, qui écoutait attentivement, comme toujours, ajouta avec la sagesse surprenante des enfants, comme quand maman me dit non pour manger des bonbons avant le déjeuner, mais qu'après elle dit oui à quelque chose de bien, meilleur. Les trois rirent, et à ce moment simple, sous le ciel de Paris qui commençait à se teinter des couleurs du crépuscule, Richard sut qu'il avait trouvé quelque chose que tout l'argent et le pouvoir du monde ne pourraient acheter. Un but, une famille, un foyer. Non pas le foyer fait de murs et de toits luxueux, mais le foyer qui se construit dans l'espace invisible, entre des personnes qui s'aiment, se respectent et grandissent ensemble. Et ce premier « non », qui avait semblé une affront aux vieilles, chum qu'il était, se révéla le plus grand cadeau qu'il aurait pu recevoir, parce qu'il le força à s'arrêter, à regarder en lui-même, à questionner, à grandir, et, finalement, à devenir quelqu'un capable de recevoir et de donner un vrai oui. Des mois plus tard, lors de l'inauguration du parc culturel Nouveau Chemin, avec ses espaces verts préservés, ses bâtiments historiques restaurés et ses lieux dédiés à l'art, à l'éducation et à la culture communautaire, Richard observait la foule qui circulait joyeusement sur le site. Des enfants d'écoles publiques voisines exploraient le musée interactif. Des personnes âgées se reposaient sous les arbres centenaires. Des artistes locaux se produisaient dans l'amphithéâtre, en plein air. Hélène s'approcha, glissant sa main sur son bras. « C'est plus que ce que nous imaginions, n'est-ce pas ?» Richard acquiesça, l'émotion rendant difficile de parler. Là se tenait la preuve vivante qu'un autre chemin était possible. Un chemin où le succès ne signifiait pas seulement le profit, où le développement n'exigeait pas la destruction, où le pouvoir venait de la capacité de transformer positivement et non de soumettre. Albert Montaigne assista également à l'inauguration, un geste qui surprit tout le monde. Lui et Richard n'avaient pas encore complètement reconstruit leur relation, mais les murs commençaient lentement à s'effondrer. « C'est différent de ce que j'aurais fait », commenta le père, observant le parc avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Mais cela a son mérite. Venant d'Albert, c'était presque un éloge effusif. Louise, portant un badge de guide junior, qu'elle avait insisté pour créer elle-même, tira le grand-père de Richard par la main. « Viens, papy Albert, je vais te montrer la serre aux papillons. C'est la meilleure partie. » À la surprise de tous, le patriarche se laissa guider par la petite, un léger sourire apparaissant sous sa moustache grisonnante. Ce soir-là, après les célébrations, Richard, Hélène et Louise marchèrent ensemble dans le parc silencieux et vide, seules les lumières de sécurité éclairant les chemins. La petite fille courait devant, son énergie apparemment inépuisable même après une journée si remplie. « Elle est si heureuse », commenta Hélène observant sa fille. « Cet endroit avoue tout cela, a apporté une joie dans sa vie que j'ai toujours souhaité lui offrir. » Richard lui serra la main. « Vous deux avez donné un sens à ma vie alors que je ne savais même pas que je cherchais cela. » Il s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Hélène, je ne suis plus l'homme que vous avez rencontré dans cette salle de réunion. Grâce à vous, je suis devenu quelqu'un de meilleur, quelqu'un dont je peux être fier. Vous avez toujours eu ce potentiel en vous ?» répondit-elle doucement. « J'ai juste aidé à le réveiller. Et maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans vous et Louise. » Il hésita, respirant profondément. « Je sais que nous avons promis d'y aller doucement, de laisser le temps que tout se mette en place. Mais je suis sûr de ce que je ressens, de ce que je veux. Je veux construire une vie avec vous, si vous m'acceptez. » Et Hélène sourit, ce sourire qui avait changé son monde. « C'est une demande formelle, Richard Montaigne. Ah, c'est la demande la plus sincère que j'ai jamais faite de toute ma vie. » Elle prit son visage entre ses mains, les yeux brillants à la douce lumière des lampadaires du parc. « Alors ma réponse est oui, le plus grand et le plus vrai oui que j'ai jamais donné. » Quand ils s'embrassèrent, sous le ciel étoilé de Paris, dans le parc qui symbolisait à la fois la fin d'un chemin et le début d'un autre, Richard sentit qu'il comprenait enfin ce qu'était le véritable succès. Ce n'était pas tout avoir, c'était valoriser ce qui comptait vraiment. Ce n'était pas être admiré par beaucoup, c'était être véritablement aimé par quelques-uns. Et ce non, qui avait un jour ébranlé son monde, n'avait été que le début du voyage vers le plus grand oui de sa vie.